Tiba. Dans l'actualité de ce jeudi, le verdict est tombé dans l'affaire Binta Camara. Papa Alioune Fall est reconnu coupable. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a également livré le verdict dans les affaires du meurtre du commandant Tamsir Sané et du jeune Ibrahima Diop à Tambacounda. On vous explique tout dans cette édition. Désormais, seules les personnes symptomatiques seront testées. Le Comité national de gestion des épidémies change de fusil d'épaule 4 mois après l'apparition de la pandémie au Sénégal. L'anosmie et l'agueusie, des signes annonciateurs de plus en plus fréquents chez les populations. Ce jeudi, 5 personnes ont succombé à la Covid-19. Et puis cette alerte, les personnes atteintes d'albinisme souffrent de la forte chaleur. La moindre exposition solaire entraîne un coup de soleil. Les albinos lancent un cri de détresse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Mais d'abord, la direction de King Fat Palace nie en bloc les accusations du collège des délégués du personnel de l'hôtel. Selon Pierre Mbaou, directeur de l'établissement, il n'y a jamais eu une volonté de licencier le personnel actuellement en chômage technique. Je peux vous assurer que nous n'avons pas un problème d'audit parce que le King Fat Palace est un patrimoine national, donc qui est audité par les services de l'État. Donc nous n'avons pas ce problème. Les personnes qui ont été retenues sur la base de la méritocratie. Il ne faut pas confondre autour et alentour. Nous n'avons pas du tout l'intention de licencier qui que ce soit. Ce que nous aurions aimé, c'est que tous, ici comme ailleurs, que nous puissions vaincre cette malheureuse Covid-19 afin qu'on puisse reprendre nos activités. L'audit ne pose aucun problème. Ce sont les corps de l'État, les corps compétents de l'État qui ont leur agenda et qui procèdent aux audits. Et puis dans le chapitre judiciaire, Papa Alioune Fall est reconnu coupable de tentative de viol et de meurtre sur la personne de Binta Camara. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda a aussi rendu son verdict dans l'affaire du meurtre du commandant Tamsir Sané. Idrissa Sow, alias Peul Bourafet, et ses co-accusés ont été condamnés à perpétuité. Et puis dans l'affaire de la bataille rangée entre apéristes et les éléments du PUR, 15 ans de réclusion criminelle, c'est la peine infligée à Moustapha Ndiaye, coupable du meurtre du jeune Ibrahima Diop. Circuler, la voie est libre. L'autopont Saint-Lazare est désormais ouvert à la circulation. L'ouvrage fait partie des 13 autoponts prévus dans la capitale. Le coupé du ruban a été effectué ce matin. Mohamed Somb et Youssou Barro. Opérationnel, l'autopont Saint-Lazare devra réduire les embouteillages sur la VDN. Cette infrastructure est aussi un moyen d'améliorer l'aménagement urbain à Dakar. Vous avez vu la congestion qui se passe sur cet axe-là. Donc la mise en service de cet autopont va permettre d'améliorer de manière très sensible la fluidité de la circulation au niveau de la VDN. Du côté des usagers, l'ouverture du pont est déjà bien accueillie. Cet homme pense que cette réalisation va participer à redorer l'image de la capitale. Il y a beaucoup d'embouteillages et pour nous c'est vraiment intéressant, surtout pour les perspectives des Jeux Olympiques de Dakar 2022. C'est une bouffée d'oxygène. Encore bravo à l'État du Sénégal, bravo aussi aux travailleurs et bravo à ceux qui sont là tous les jours, tous les matins et tous les dimanches aussi pour travailler, pour réaliser cette belle œuvre. En tout cas, bravo. Le ministre des Transports terrestres d'informer que d'autres ponts sont prévus, notamment à Lobat Fall et à Kermassar. Bientôt, le viaduc de Cambérène, le pont de Cambérène sera finalisé. Ça nous permettra d'avoir vraiment un corridor extrêmement important. Il y a déjà le pont au niveau de Carrefour de Yoff qui est en cours de réalisation. En principe, nous allons procéder à la réception vers décembre 2020. Nous avons le pont de Lobat Fall pour lequel la mise en place est en train de se faire. Nous aurons également le pont à Kermassar au niveau du carrefour de Kermassar. 3 ponts d'ailleurs qui sont prévus sur Bourguiba, mais aussi sur les allées Papa Gueye Fall, Khariala, etc.
etc. Faciliter l'écoulement du trafic sur la VDN devient possible avec l'ouverture de l'autopont Saint-Lazare. L'ouvrage répond aux normes de modernité avec 16 000 mètres carrés aménagés pour l'espace export. Merci Mohamed. Et puis il n'y aura pas de difficulté pour le transport du bétail en vue de la fête de Tabaski, malgré que les frontières terrestres resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les dispositions seront prises pour convoyer les bêtes selon le ministre Maître Oumar Youm. Bon, je pense qu'on n'a pas de problème de transport en ce qui concerne le bétail pour la Tabaski. Donc les dispositions sont prises avec le ministre de l'élevage, mais aussi les ministres qui s'occupent de ces questions au niveau des pays voisins. Donc il n'y aura pas de problème, le transport se fera dans le cadre de nos accords bilatéraux avec ces pays pour que le marché du Sénégal soit solidement approvisionné en moutons. Et puis les détenus vivraient l'enfer dans les prisons sénégalaises, surtout ceux qui sont au camp pénal, qui ont commencé d'ailleurs une grève de la faim hier et exigent de rencontrer le ministre de la Justice. Selon Guy Marius Sagna, face à la presse ce matin, il annonce que certains détenus ont même été violentés. Nous l'écoutons avec Dissa Préra. Nos compatriotes du camp pénal, détenus à la prison du camp pénal, ont commencé hier, 1er juillet, hier, à partir de 9h, une grève de la faim. À 13h ou 14h, borom téléphone portable. À 13h ou 14h, on leur a amené le déjeuner. Ils ont refusé de prendre les bols. Les bols ne figurent. Nous sommes en grève de la faim et nous voulons parler au ministre de la Justice parce que nous en avons marre. Le directeur du camp pénal est venu pour leur parler. Ils lui ont dit non, 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 nous sommes désolés, mais cette fois-ci, on n'abandonne pas la grève. Deuxièmement, vous n'êtes pas notre interlocuteur aujourd'hui, nous voulons voir le ministre de la Justice. J'imagine que le directeur de la prison du camp pénal a été frustré par cela et il a envoyé ses gardes. Waouh. Certains étaient en haut, d'autres étaient en bas et ils les ont matraqués, ils les ont bastonnés. Plusieurs prisonniers, au moins 5, ont été envoyés à l'infirmerie. Certains même disent que parmi ces blessés, il y en aurait un qui aurait été sorti pour être amené dans un hôpital. Et puis venons-en à la situation épidémiologique. 4 mois après l'apparition de la pandémie au Sénégal, il n'appartient pas aux techniques de commenter les décisions étatiques selon le professeur Moussa Seydi. Selon lui, le chef de l'État dispose d'une vue panoramique de la situation pouvant lui permettre de prendre les décisions idoines. Le professeur Moussa Seydi. Le technique a pour rôle de conseiller et d'accompagner un processus. Il n'appartient pas aux techniques de dire est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord par rapport à une décision de l'État. Pour la simple et bonne raison que le scientifique, même si je vais utiliser un mot péjoratif, est quelque part borné. Parce qu'il est scientifique, il s'occupe des aspects scientifiques. C'est le président qui a une vue sur les aspects économiques, les aspects sociaux, les aspects sécuritaires, les aspects géostratégiques, les aspects diplomatiques. Donc quelqu'un qui a une vue globale est plus à même de connaître la décision qui est la plus bonne, qui est la meilleure pour le pays. Donc ça, j'aimerais vraiment que ce soit très bien compris. D'autant plus que en cas d'épidémie, au début, le scientifique peut commander les décisions. Mais quand l'épidémie dure du fait de ces différentes implications, ce sont les réalités du terrain qui commandent les décisions à prendre. Vous voyez, même sur le plan scientifique, on sait que la prise en charge à domicile, ce n'est pas préférable dans notre mode de vie. Mais on arrive à une situation où il faut le faire parce qu'il y a des malades qui refusent de venir se faire traiter à l'hôpital. Dans tous les cas, les indicateurs épidémiques restent alarmants. 5 décès sont enregistrés ce jour et 36 personnes sont gravement atteintes du coronavirus. Les autorités médico-scientifiques ont d'ailleurs annoncé une nouvelle stratégie de riposte. Désormais, seules les personnes symptomatiques seront testées. Aminata Marisso.
La pandémie Covid-19 sévit au Sénégal 4 mois déjà. De nouvelles stratégies s'imposent pour s'adapter, entre autres nouvelles démarches, la limitation des tests aux personnes vulnérables et symptomatiques. Au début, on testait pratiquement tout le monde, les contacts isolés, etc. Mais maintenant, nous allons changer de démarche. Nous avons décidé de tester les personnes qui présentent juste des symptômes. Les contacts ne seront plus testés. Nous allons cependant identifier les contacts les plus vulnérables et les tester. Le deuxième fait marquant qui est important, c'est quand on analyse le virus lui-même, pour voir est-ce qu'il a changé. On n'a pas vu de changement majeur depuis son arrivée au Sénégal. Cependant, il faut noter qu'il y a une diversité plus importante à Dakar que dans les régions. Et cela reflète plutôt la source de contamination étant Dakar vis-à-vis des autres régions. La prise en charge à domicile aussi devient incontournable et déjà plus de 200 personnes ont été guéries à domicile dans les régions d'Diourbel et Dakar. Évoquant l'aspect clinique, le professeur Moussa Seydi dit remarquer de nouveaux signes contraires à ceux observés habituellement. Mais 2 signes ont attiré mon attention. C'est l'anosmie et l'agasie. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. L'agasie, c'est la perte du goût. Plus précisément, on trouve de la perception du goût du salé, du sucré, de l'amer, de l'acide et même du goût du glutamate de sodium. Ces signes sont évocateurs de Covid-19 durant cette période. Je ne dis pas spécifique parce qu'on peut les voir dans la grippe et dans d'autres pathologies. Mais dans plus de 50% des cas, les patients qui présentent ces signes, quand ils sont testés au Covid-19, s'avèrent véritablement être infectés par le virus SARS-CoV-2. Le professeur Moussa Seydi reste tout de même satisfait du traitement hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est vrai, la durée médiane qui était de 10,5 jours est en ce moment à 10 jours, versus 12 jours si le patient n'avait pas pris le traitement indiqué. Mais avec une différence statistiquement très significative. Aujourd'hui, dans la riposte contre la pandémie Covid-19, la prise en charge à domicile devient une alternative pour désengorger les hôpitaux, mais aussi éviter la stigmatisation ou la réticence de certains patients à se rendre dans les structures sanitaires. Merci Aminata. Santé toujours, lutte contre la mortalité maternelle en milieu rural. L'association Forward for Women a remis une ambulance médicalisée aux femmes des zones rurales de Podor, dans la partie nord du pays. Plusieurs décès des femmes enceintes ont été enregistrés ces derniers mois lors des évacuations. Suivons là-dessus Salimata Sow, elle est la secrétaire générale de l'association. En faisant des visites à Podor, donc elle a constaté qu'il y a des carences au niveau du district sanitaire de Podor. Et pour renforcer le parc automobile du district sanitaire de Podor, donc elle a voulu vraiment octroyer une ambulance médicalisée au district sanitaire de Podor. Nous tous, nous savons que les femmes enceintes, elles ont d'énormes difficultés à atteindre les hôpitaux. Donc les villages environnants, ils amènent les malades au niveau du district sanitaire de Podor et le district sanitaire de Podor les évacue au niveau des hôpitaux, soit à Ndioum, à Saint-Louis ou à Dakar. Et donc les femmes, elles prenaient des charrettes, elles prenaient même des pirogues, donc c'était des problèmes. Les femmes laissaient leur vie en donnant la vie et ça, vraiment, ça l'a beaucoup touchée. Après, elle s'est dit que vraiment, il est temps de trouver une ambulance médicalisée pour le district sanitaire de Podor pour au moins sauver la vie de ces femmes. Et puis à Tambacounda, c'est la canicule qui irrite les albinos. En cette période de forte chaleur, les personnes atteintes d'albinisme souffrent du fait de la fragilité de leur peau exposée aux rayons de soleil. Leur cri de détresse avec l'une de ces personnes, Fatou Mata Soumaré, elle s'appelle. On a des peaux sensibles au soleil. On a besoin de crème solaire, mais personne ne nous subventionne pour nos crèmes solaires. Et pourtant, Tamba, comme l'a dit Moussetine, on est à 45 degrés.
au niveau de Tambacounda. On a des petits-enfants qui sont là, qui risquent le cancer de la peau. Mais aussi, il y a l'aspect physique, dont les gens nous regardent avec un regard différent. Tu n'as plus envie de sortir de chez toi. Pourquoi cela? On taquine à tout moment. À l'école, tu es fatigué par les élèves. On ne te laisse pas apprendre correctement. Toutes les albinos ont des problèmes de vision. Quand on a des problèmes de vision, on a besoin d'accompagnement. Mais cet accompagnement, on ne l'a pas au niveau des professeurs, au niveau des élèves, mais au niveau aussi de la société également. Quand tu es à l'école, tu as des problèmes de vision, tu as besoin de te placer devant, on te met derrière. Beaucoup d'élèves albinos abandonnent abandonnent les études. C'est parce que c'est faute d'accompagnement. Ce que nous voulons concrètement, c'est de l'appui de l'État. C'est d'être accompagné dans nos études. C'est avoir de l'emploi. Et puis dans la région de Thiès, les maraîchers de Keur Moussa, Diender et Pout dénoncent l'accaparement de leurs terres. Ils s'opposent à un promoteur qui réclame la propriété de 570 hectares. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Les maraîchers de Pout, Diender, Keur Moussa, très en colère, ont pris d'assaut la gendarmerie de Pout pour exiger la libération des leurs convoqués dans le cadre d'un litige foncier. Ces derniers s'étaient opposés à un promoteur qui réclamait la propriété de 570 hectares des terres qu'ils exploitent depuis des décennies. Il y a un nommé Mamadou Dia avec Momar Sis, le maire, qui ont venu sur les champs. Ils ont venu ici et nous dire qu'il a 570 hectares dans nos champs que nous cultivons depuis nos ancêtres jusqu'à présent. On ne sait pas actuellement ce qui se passe, c'est ça que nous ne pouvons pas l'accepter. Nous avons vu uniquement qu'un seul plan. On a donné Mamadou Dia, il a envoyé leur gars, il a commencé à mesurer en géomètre, on les a attaqués, nous nous sommes battus. Ce conflit foncier tient en haleine toute la zone et les jeunes qui ont décidé de ne pas céder à la pression. Mais bien sûr, parce que c'est notre patrimoine. Vous regardez, tous les gens que vous venez là sont des chauffeurs, sont des maçons. On est déplacés de venir sur les champs, laisser le transport et travailler la terre. Et nous travaillons ici les meilleures qualités. Nous cultivons des oignons, des aubergines blancs, des maïs, des tomates. Des jeunes qui avaient trouvé des géomètres en train de s'activer sur le terrain les avaient violemment attaqués, ce qui s'est traduit par une plainte à la gendarmerie de Pout. Merci Cheikh Anta, et parlons de l'hivernage et des inondations à Kaffrine. Le maire de la commune dénonce une politisation de la gestion des inondations. Il appelle l'entreprise ONAS à accélérer les travaux de canalisation. Abdoulaye Wilane est interrogé par notre équipe à Kaffrine. Plus de 20 ans, chaque année, à Kaffrine, il y a le problème des inondations. Depuis 2012, avec le président Macky Sall, nous avons fait le plaidoyer, le portage qu'il fallait. Le gouvernement a esquissé un ensemble de solutions, souvent toutefois parasitées par des enjeux politiciens, partisans, il faut le reconnaître, et souvent également rendues difficiles par l'entêtement des populations impactées qui sont très vite manipulées par des hommes politiques en raison de leurs ambitions. Mais en ce qui nous concerne, aujourd'hui, nous suivons les travaux réalisés par ONAS, qui sont des travaux à l'arrêt, simplement parce qu'il y a un problème d'argent. Nous demandons à l'État d'aider l'ONAS à pouvoir payer, à pouvoir mettre l'entreprise dans les conditions pour que ces travaux qui devaient être achevés en début juin 2020 puissent quand même être accélérés avant que la pluie ne s'installe de manière abondante. L'entreprise également doit être mise en demeure pour que les tas de gravats, les tas de sable qui jonchent les rues et qui peuvent dévier des eaux de ruissellement ne portent pas préjudice à des populations des quartiers comme Diamaguène-Tepe ou Escale. Et puis, conformément à l'invite du chef de l'État à finaliser la distribution des vivres avant le 15 juillet, le ministre en charge du développement communautaire, Mansour Faye, appelle ses collègues maires à plus de volonté pour terminer les opérations dans les meilleurs délais. Le voici avec Mohamed Samb. À l'échelle nationale, sur les 552 communes, 479 communes ont terminé donc les opérations de distribution, soit environ 87% de taux de distribution. Cela veut dire que
en tout cas par rapport à l'échéance fixée par M. le Président de la République pour le 15 juillet, le rythme actuel va nous permettre de terminer ces opérations-là avant cette date ultime. J'en profite pour lancer un appel aux maires, par exemple de l'arrondissement de Grand Dakar, qui n'ont pas encore démarré ces opérations, de faire preuve de plus de volonté pour non seulement démarrer, mais terminer effectivement ces opérations avant la date du 15 juillet. C'est tout à fait possible et je pense que quand même on va y arriver. Nous allons relever le défi ensemble. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue.